Quatrième partie du cours sur le calcul différentiel, avec cette fois-ci les premières applications, donc des applications géométriques, à la fois dans R2 et dans R3. Donc le but ici, c'est de voir ce qu'on peut faire de ce qu'on a rencontré avant. Donc on va étudier ici des courbes dans R2. Donc on prend un ouvert de R2, et on va prendre une fonction qui est de U dans R, de classe C1, et on va considérer l'ensemble des xy tel que f de xy égale lambda, et on appelle ça une courbe plane dans R2, et c'est en fait une ligne de niveau. Alors je vous rappelle tout de suite que quand on veut faire une courbe dans R2, il y a différentes manières de la définir. On peut la définir de cette manière-là. Donc poser une fonction qui a t appartenant à un intervalle i de R qui associe un x de t, y de t. Donc là, la courbe sera paramétrée. Donc ma courbe C sera l'ensemble des x de t, y de t, où t appartient à i. Donc là, cette version-là de la courbe est une courbe paramétrée. Et l'autre version de la courbe sera une courbe qui sera définie de manière implicite en disant que C, c'est l'ensemble des xy appartenant à R2, ou à U, enfin, comme on veut, hein, telle que une certaine équation de x et y égale 0. Donc par exemple, quand je dis une certaine équation de x, y, ça peut être x2, y plus sinus x égale 0. N'importe quelle équation qui regroupe les deux variables. Donc comme ça, on obtient dans les deux cas une courbe plane de R2. Alors il faut bien voir que du coup, pourquoi est-ce qu'on s'intéresse spécifiquement aux lignes de niveau? Tout simplement parce que quand on regarde une équation, donc quand je reprends ça, si je prends n'importe quelle équation ici, donc prenez x2 y plus sinus x égale cos y, en regroupant tout le monde du même côté, on va avoir une courbe de niveau avec une fonction, donc un f de xy, égale 0. Alors la seule chose qu'on demande pour avoir une courbe de niveau, qu'il faudra bien vérifier, c'est que ma fonction de départ soit bien de classe C1, et c'est tout ce qu'on va imposer. Donc voilà pourquoi on s'intéresse aux courbes de niveau, parce que c'est en fait beaucoup plus général qu'il n'y paraît. Ce n'est pas juste égal à un lambda, on a l'impression que c'est assez restrictif, mais il suffit de passer tous les x et y du même côté, on va obtenir une écriture de ce genre-là, dans la définition d'une courbe. Alors, bien sûr, le seul problème étant de savoir si une courbe paramétrée va pouvoir se réécrire sous cette forme-là. C'est pas forcément mon propos. Ensuite, les points réguliers. Donc, quand on a une ligne de niveau, on prend un point de la courbe, on dit qu'il est régulier si et seulement si le gradient de f en x0, y0 est non nul. Et une courbe est dite régulière si tous ces points sont réguliers. Alors pourquoi est-ce qu'on s'intéresse à ce gradient ici et au point régulier? C'est parce qu'on a des propriétés pour la tangente en un point régulier. Donc pareil, on prend une fonction de classe C1, on prend la courbe de niveau lambda de f, on prend m de coordonnées x0, y0, un point régulier de gamma de lambda, et on a alors que la tangente gamma au point m x0, y0, c'est la droite passant par m, et de vecteur normal nabla f de x0, y0. Donc faites attention, il s'agit bien du vecteur normal, c'est pas le vecteur directeur, le gradient, il est perpendiculaire à la tangente. D'où l'intérêt d'avoir un gradient non nul, parce que si le gradient est nul, dire qu'il est normal, ça n'apportera aucune information. Donc du coup, le fait qu'il soit normal, ça veut dire qu'il est perpendiculaire à la tangente, et on va obtenir cette équation-là, qui apparaît en dessous. Alors, pour bien comprendre d'où sort cette équation, alors deux choses. Déjà, on vous dit que le vecteur normal est celui-là. Donc si on reprend notre écriture ici, j'ai un vecteur alors je vais me remettre en haut, j'ai un vecteur nabla f de x0, y0 qui est perpendiculaire à ma tangente que je vais appeler tx0, tm, pardon. Donc si je prends un point m, m c'est mal choisi,
un point n de coordonnées x, y, il appartient à la tangente AM si et seulement si n, m est perpendiculaire au gradient de f en x0, y0. Or, nm, le vecteur nm, ou on va prendre mn, mais ça reviendra même, a pour coordonnées x moins x0, y moins y0. Et donc, cette perpendicularité-là s'exprime à l'aide du produit scalaire. Ça me dit que le produit scalaire de mn, scalaire le gradient de f en x0, y0, égale 0. Et du coup, on va obtenir que x moins x0 fois le gradient de f, pas le gradient, la dérivée de f par rapport à x en x0, y0, plus y moins y0 fois la dérivée partielle de f par rapport à y en x0, y0, égale 0. Et c'est pour ça qu'on retrouve cette équation qui est donnée ici, assez naturellement. Donc ça, c'est pas un souci, une fois qu'on aura démontré ça. Donc il nous reste maintenant à démontrer que ce vecteur-là est bien normal à la tangente. Donc pour ce faire, au niveau de la démonstration, on va admettre un résultat. On admet qu'il existe un paramétrage local régulier C1 de la courbe au voisinage de M. Donc paramétrage local, ça veut dire qu'on peut écrire M sous la forme l'ensemble des phi1 de t, phi2 de t, où t appartient à moins à 1. Donc vous voyez, on a un paramétrage qui correspond tout à fait à la première version d'une courbe qu'on avait donnée, donc une version paramétrique. Et du coup, dans ce paramétrage-là, on suppose que le point M de coordonnées x0, y0 correspond à la valeur en 0. Alors, on a vu dans le chapitre sur les arcs paramétrés que dans ce cas, la tangente à gamma m, c'est la droite passant par m, est dirigée par phi1' de 0, phi2' de 0. Or, on a cette propriété-là qui nous dit que f de phi1 de t et phi2 de t égale lambda. Donc on lui applique la règle de la chaîne. Et cette règle de la chaîne va nous dire que phi1' de t fois le gradient de f en phi1, phi2, plus phi2' de t fois le gradient, pas le gradient d'ailleurs, la dérivée partielle par rapport à la première variable et la dérivée partielle par rapport à la deuxième variable, égale 0. Et donc on obtient bien ici, ce qu'on a écrit, c'est un produit scalaire. Regardez, le produit vecteur nabla f, ici, avec ces deux choses-là, fois le vecteur phi1', phi2', ici. Donc ça, c'est valable pour tout t. Donc vous remarquez qu'au passage, on a démontré la perpendicularité pour tout t appartenant à moins à 1. Et donc en particulier, au point 0, on obtient bien que le gradient est normal à la tangente qui est elle-même dirigée par le vecteur phi1' de 0, phi2' de 0. Deuxième chose qu'on sait, donc maintenant on sait qu'on a une courbe de niveau. Donc bon, je vais faire un dessin de courbe. Voilà. Donc je vous rappelle que si on regarde des courbes de niveau, éventuellement ça c'est la courbe de niveau 1. Et puis donc on pourrait noter gamma 1. Puis après ici on peut avoir la courbe de niveau 2, gamma 2. Puis notre courbe de niveau 3, gamma 3, etc., etc. Donc normalement, si vous avez déjà utilisé une carte de randonnée, ça doit vous rappeler quelque chose. Sur les cartes de randonnée, on trouve ces courbes de niveau, qui sont des courbes d'altitude. Ça ressemble un petit peu à ça finalement, une courbe de niveau. Donc nous, on vient de démontrer qu'en supposant que ce point ici est régulier, qu'on a la tangente du coup qui est comme ça. Donc notre vecteur, le gradient, il est comme ça, suivant cette droite-là. Mais dans quelle direction? Est-ce qu'il est comme ça ou est-ce qu'il est comme ça? Donc la propriété suivante nous répond à cette question-là. Elle nous donne la direction du vecteur nabla f de x0, y0. Donc pareil, on prend une fonction C1, sa courbe de niveau, sa ligne de niveau, pardon. On prend un point régulier. On prend le gradient de ce point régulier.
Et on dit qu'il est orthogonal à gamma lambda, mais ça on le savait déjà. Donc orthogonal à gamma lambda au sens où il est orthogonal à la tangente au point x0, y0. Et en plus, on vous dit qu'il est orienté dans le sens des valeurs croissantes de f. Donc si je reprends mon petit dessin, orienté selon les valeurs croissantes de f, on voit ici que mon f, il augmente dans ce sens-là. Là, vous voyez, je suis gamma de 1, donc c'est pour f égale 1. Là, gamma de 2 pour f égale 2, gamma 3 pour f égale 3. Donc finalement, les valeurs de f, elles augmentent dans ce sens-là. Et mon gradient va être dirigé dans ce sens-là. Alors, quelle est sa longueur? Je ne sais pas, mais je sais qu'il est dirigé dans ce sens-là. Donc finalement, qu'est-ce qu'il nous reste à démontrer ici? L'orthogonalité, on l'avait déjà. Il nous reste juste à vérifier que c'est bien dans le sens des valeurs croissantes de f. Donc pour ça, on va prendre le point x0, y0. On sait que f est classe C1 à ce point-là. Donc on va écrire son DL. Donc on a cette propriété-là. Et je vais m'intéresser à un vecteur U particulier, qui est le vecteur dirigé par le gradient, et normalisé. Encore une fois, vous voyez l'intérêt d'avoir pris un point régulier, là, parce que le gradient est non nul, donc cette norme-là est non nulle. Et je vais poser hk égale tu. Donc ici, je peux ajouter n'importe quel vecteur hk. Je le choisis de manière particulière, je le choisis orienté, finalement, enfin dirigé par le gradient. Donc je pose mon calcul, et finalement, je retrouve cette quantité ici qui ne bouge pas. Donc on la retrouve là. Et ce produit scalaire ici va changer. Qu'est-ce qui va devenir? Mon hk qui est là, c'est tu. Donc le t, je peux le passer devant par linéarité à droite du produit scalaire. Et il va me rester quoi dans le produit scalaire? Il va me rester gradient de f en x0, y0, scalaire, gradient de f en x0, y0 sur le gradient de f, la norme du gradient de f en x0, y0. Donc cette norme-là, on peut la sortir aussi. Et on va se retrouver dans le produit scalaire avec gradient de f scalaire gradient de f, donc la norme du gradient de f au carré. Et il y en a un qui va se simplifier avec celui qui est au délimateur. Il va me rester une norme du gradient de f en x0, y0. Donc on a cette quantité-là. Et enfin, ce qui nous reste à la fin, comme hk c'est un tu, u, on a pris un vecteur qui est unitaire parce qu'on a divisé le gradient de f par sa norme. Donc finalement, quand on regarde la norme de ce vecteur-là, ça va être t. J'aurais pu mettre une petite valeur absolue, ça n'aurait pas fait de mal, mais bon, on s'en fiche, de toute façon, ça tend vers 0. Voilà. Et notre epsilon 2 de t. Donc c'est pour ça que j'ai mis un epsilon 2 d'ailleurs, pour finalement le signe, on s'en fiche, epsilon étant vers 0. Donc à l'arrivée, quand on fait la différence entre les deux, donc vous remarquez qu'à droite, finalement, j'ai un f de x0, y0 plus t fois u, moins f de x0, y0, j'ai cette quantité-là. Cette quantité, c'est t fois quelque chose qui tend vers 0. Donc elle est négligeable devant celle-là qui est de même ordre de grandeur que t. Donc finalement, ça va être équivalent à t fois cette norme-là. Et qu'est-ce qu'on a démontré? Quand on ajoute un vecteur qui est dirigé par le gradient de f en x0, y0, on augmente cette quantité-là, il va être positive. Alors positif suivant le signe de t, mais si on prend un t positif, cette quantité va être positive. Donc on a bien montré comme ça que le gradient de f en x0, y0 est orienté dans le sens des valeurs croissantes de t. Voilà. Donc deuxième type d'application maintenant, c'est les applications géométriques, cette fois-ci dans R3. Donc dans R3, on a une notion de surface qui va apparaître. Donc un peu de la même manière que dans R2, on aurait pu faire des surfaces de niveau en mettant des lambdas. Bon là, le programme nous demande juste de faire une surface égale 0. Mais vous remarquez encore une fois que si j'avais mis ici égale lambda, il suffisait de passer le lambda de l'autre côté et on obtient la définition du cours. Donc ça, on a une surface de R3, donc à partir du moment où f est de classe C1 sur U à valeur dans R. Un point régulier, pareil, c'est un point où le gradient est non nul. Une surface irrégulière si tous ces points sont réguliers. Et on a maintenant la notion de plan tangent à une surface en un point régulier. Donc de la même manière que ce qu'on avait fait pour le cas d'une courbe, on a notre surface, on a f de classe C1, on a un point régulier, et le plan tangent, c'est le plan passant par M, dont la normale est dirigée par le gradient de f en x0, y0, z0. Et il a pour équation ça. Alors si vous voulez démontrer que c'est bien vrai,
Il suffit de faire la même démonstration que celle qu'on a fait dans R2, qui est ici. On suppose de la même manière l'existence d'un paramétrage régulier. Cette fois-ci, il y aura une troisième coordonnée. Et on va appliquer les mêmes choses, la règle de la chaîne. On aura un produit scalaire dans R3 qui est nul. On aura du coup bien le vecteur normal. Et pour trouver l'équation, on fera de la même chose en prenant un point qui est dans le plan, si et seulement si il est perpendiculaire à ce vecteur-là. On va écrire notre produit scalaire et on va retomber sur l'équation qui est donnée ici. Donc vous remarquez que la situation est la même. Finalement, on aurait pu faire ça en dimension quelconque. Donc là, bien sûr, dans le programme, on cantonne à la dimension 2 et à la dimension 3, mais on aurait pu le faire en dimension quelconque et on obtiendrait la même chose qu'ici. Alors bien sûr, on ne parlerait plus de droite ou de plan en dimension quelconque, mais on aurait un espace de dimension n-1 qui serait tangent à l'hypersurface qu'on considérerait. Maintenant, pour la courbe tracée sur une surface, on a toujours f qui est C1 de U dans R. On considère toujours la surface, même chose. Et on va considérer donc une courbe. Cette fois-ci, vous remarquez qu'elle est paramétrée, cette courbe. T appartient à I, associe x de t, y de t, z de t. Et on suppose qu'une application C1, de classe C1 à valeur dans U. Donc à valeur dans U, donc l'ensemble sur lequel est défini f. Et on suppose aussi que f de x de t, y de t, z de t est égal à 0. Donc en fait, ce qu'on suppose ici, c'est que pour tout t dans I, le point x de t, y de t, z de t vérifie cette équation-là, donc est dans ma surface. Et dans ce cas-là, on dit qu'on a ici une courbe qui est tracée sur la surface S. Du coup, la tangente en un point régulier à une courbe, à une courbe régulière tracée sur une surface est incluse dans le plan tangent à cette surface au point considéré. Bon, c'est tout à fait logique parce qu'on est en train de tracer une courbe sur une surface. Donc quelque chose qui sera tangent à la courbe sera naturellement tangent aussi à la surface, donc dans le plan tangent à cette surface. Enfin, pour finir avec ce point-là sur les applications géométriques, les courbes coordonnées d'une surface, c'est un exemple. Donc quand on prend une surface, imaginez-vous une surface, par exemple un cercle, un disque, j'y arrivé, une sphère. Si on l'intersecte avec un plan, on va obtenir une courbe. Et cette courbe sera une courbe tracée sur la surface, en fait. Donc c'est ce qu'on fait ici, c'est-à-dire qu'on prend une surface. Donc là, j'ai pris l'équation z égale g de xy, mais on aurait pu prendre f de xy z égale 0. Et on va l'intersecter avec un plan. Donc là, par exemple, j'ai pris le plan où je considère que x égale 0. C'est l'équation d'un plan. Et on va obtenir une courbe sur la surface. Et ces courbes particulières s'appellent des courbes coordonnées. Voilà. Alors après, je vous rappelle que tout ce cours-là, en filière PC, dans l'état actuel des choses, c'est-à-dire depuis la réforme 2014, est très peu évalué. Je ne me rappelle pas avoir vu une application que ce soit à l'écrit ou à l'oral. Donc il ne s'agit pas d'y passer un temps infini. Il y a d'autres choses à réviser avant ce point-là.